dans- parmi vous, parmi vous à ça. Donc, voilà, je veux vraiment que ce soit un échange. Donc, comme le modérateur l'a dit, et je remercie encore toute l'équipe moi j'aime bien les appeler AMA, donc toute l'équipe d'AMA pour ce qu'ils font dans le monde des médias et surtout l'académie qu'ils ont eu à mettre en place, qui nous permet aujourd'hui d'ensemble d'échanger. On va échanger pendant quelques minutes. Je pense que ça va durer maximum 1 heure. Donc, c'est beaucoup d'échanges. Je préfère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Donc, aujourd'hui, nous voyons que nous sommes confrontés à tout ce qui est fausse nouvelle, à la désinformation et autres toujours. Et surtout sur notre continent et dans nos pays, surtout en période électorale. Et voilà, on voit un peu les conséquences de ce que des rumeurs peuvent créer. On voit les conséquences de ce qu'une petite photo qui a été manipulée par quelqu'un peut créer comme trouble social dans des localités ou bien même voire même dans le pays. Donc, face à tout cela, nous, en tant que journalistes, il est de notre devoir de donner la bonne information. Même si malheureusement, il y a des pseudo-journalistes, je pèse bien mes mots, des pseudo-journalistes qui font croire aux gens qui font du journalisme, mais ils sont eux-mêmes producteurs de fausses news parce que c'est ce qui leur donne de l'argent, parce que il y a certains qui aiment consommer tout ce qui est fausse nouvelle, malheureusement. Si les gens en créent, c'est qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes qui le consomment. Maintenant, à savoir, nous, dans quel cadre nous voulons nous mettre? Est-ce que nous voulons nous mettre dans le cadre de ceux qui produisent ces fausses nouvelles pour que d'autres personnes les consomment, ou bien nous voulons être dans le cadre de ceux qui luttent contre cela, qui font leur effort pour informer, pour donner la bonne information à son auditoire. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes là cet après-midi. Il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend parler et autres, n'est pas aussi le concept ou bien la notion même d'intelligence artificielle ne date pas de ces derniers mois, ne date pas de ces dernières années. Non, elle date déjà des années 1950. Donc, quand le concept a été a commencé à être développé et autres, tout ça, et même l'utilisation de l'IA dans le domaine journalistique ne date pas d'aujourd'hui parce que depuis quand même 2009, certaines entreprises de presse ont recours à de l'intelligence artificielle, soit pour rédiger leurs articles, soit pour faire des choses. Et on a vu sur certains pays comme la Chine, où aujourd'hui, ils utilisent des robots pour faire certains travaux que le journaliste fait constamment et tout ça. Ils préfèrent dédier ça à un robot. Ou bien on voit même un robot qui présente le journal télévisé, qui présente le journal comme un être humain le ferait. Et l'avantage pour ces maisons de presse, quand tu discutes avec elles, c'est que ces robots-là ne se fatiguent pas. Ces robots-là peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne vont pas en congé, ne tombent pas malades et autres, tout ça. Mais est-ce à dire, parce que c'est la grande question aussi que beaucoup se posent, est-ce à dire que ces robots-là vont remplacer l'homme demain? Non, je ne pense pas. Et c'est pour ça que le travail que vous faites, le travail que nous faisons est un travail noble. Et il faudrait que nous nous appliquons, il faudrait que nous mettons le meilleur de ce que nous devons donner, parce que nous ne savons pas qui va lire ce que nous faisons, on ne sait pas où l'information va arriver et on ne sait pas ce que ça va créer dans une population, bien dans la société. Donc aujourd'hui, ensemble, et je pense que ça va faire l'objet de nos échanges, donc c'est- comme, comme Eric l'a dit, c'est de savoir aujourd'hui comment, avec tous ces outils qui génèrent aujourd'hui des images, qui génèrent aujourd'hui du test et autres, tout ça, comment nous, on peut le mettre à profit. La première chose que nous pouvons faire de cette intelligence artificielle, déjà, c'est parce que des travail généralement qu'on fait en tant que fact-checker ou bien lorsqu'on veut regrouper une information, c'est de trouver la source. Et je pense qu'une des choses que l'intelligence artificielle peut nous aider, certaines intelligences artificielles peuvent nous aider à faire, c'est de chercher ces sources, hein, de les regrouper, parce que ils ne savent pas si la source est bonne, est mauvaise, mais au moins ça peut te donner déjà un contexte, un premier, ça peut te faciliter déjà une partie de ton travail. Donc, une fois que ce travail-là est fait, il faut que tu as toutes ces informations. C'est là que toi, ton travail de journaliste, vraiment, je parle des vrais journalistes, hein, pas des pseudo-journalistes, des vrais journalistes. Pour moi, le vrai journaliste, c'est quelqu'un qui connaît tout ce qui est code de la déontologie.
Donc, il sait qu'une information doit être vérifiée et peut être et doit être vérifiable. Donc, si tu me dis quelque chose, je dois pouvoir regrouper non seulement mes différentes sources et sortir la bonne information, mais l'information que je sors à mon tour, il faut qu'on puisse aussi la vérifier, on puisse aussi la retracer. Et aujourd'hui, je pense que les intelligences artificielles, certaines qui sont actuellement en vogue sur Internet, nous permettent de faire ce regroupement d'informations. Donc, dans un premier temps, ça nous facilite une première fois le travail et ça nous permet aux journalistes que nous sommes d'aller d'aller en profondeur sur certains sujets ou bien comment je vais dire ça, de nous concentrer sur d'autres. Deuxième chose, que peut faire aussi l'intelligence artificielle dans notre mode de fonctionnement de fact-checking. Aujourd'hui, c'est de se dire que voilà, cette information, et on le voit souvent sur certaines plateformes. Je sais que sur le méta, lorsque une information est fausse, il y a une bande qui vient pour dire cet article, attention, il a été fact-checké par des entreprises, il a été fact-checké par des personnes qui font de ça leur métier. Donc, ils ont dit que ce lien-là n'est pas bon. Et vous le voyez, quand vous le publiez à votre tour, ne sachant pas que c'est une fausse information qui est à l'intérieur, le chose méta même te dit, attention, voilà ce lien-là, voilà la source, voilà, ça a été fait, ça, c'est pas une bonne information. Faites attention parce que nos fact-checkers ont eu à travailler dessus. Donc, c'est aussi un autre moyen de limiter les, la prolifération de tout ce qui est de fausses nouvelles. Et je sais que pour Meta, pour ce que je connais, je sais qu'il y a eu un travail de lobbying qui a été fait derrière, il y a eu un travail de concertation avec différentes parties prenantes et qui ont fait que, si vous avez remarqué, même si vous avez une information que vous voulez la transférer à d'autres personnes, avant, tu pouvais le faire à plusieurs personnes, mais aujourd'hui, c'est limité à 5. Donc, c'est dans ce but-là. C'est pour aussi limiter. Donc, aujourd'hui, en tant que journaliste, il est de notre devoir de mettre la responsabilité de certaines plateformes en place et de leur dire, faites attention parce que via votre plateforme, voilà, il y a beaucoup de fake news qui circulent et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense qu'ils sont très attentifs à ce type de sujet. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, soit de signaler ou bien de, de, soit de signaler ou bien comment je vais dire ça, de parler avec la plateforme et leur dire attention, sur votre plateforme, on a eu cette information-là, faites attention et autres. Et ça permet à votre média ou à vous-même de vous faire remarquer dans le bon sens. Malheureusement, nous sommes dans certains cieux où la médiocrité est, malheureusement, je le dis avec beaucoup de pincement au cœur, la médiocrité est une des valeurs qui est la plus partagée, malheureusement. Et donc, ça fait que des personnes qui sont vraiment à l'affût de la bonne information, qui veulent partager la bonne information, ces personnes-là commencent malheureusement de plus en plus à être rares parce que tout le monde veut être dans le buzz, on veut être le premier à partager un scoop, alors que ce scoop-là, à la fin, il se trouve que c'était une fausse nouvelle. Je dis toujours, et ça, je le dis dans toutes les formations que je donne, je préfère être le dernier à donner une bonne information que être le premier à donner une fausse information. Je répète, je préfère être le dernier à donner une bonne information que être le premier à donner une fausse information. Pourquoi? Parce que j'aurais pris le temps de faire beaucoup de recherches, j'aurais pris le temps de regrouper mes sources, j'aurais pris le temps d'interroger des personnes et autres. Et lorsque je produis la réponse, même si quelqu'un d'autre a partagé le scoop, moi, ça me permet en tant que journaliste, en tant que producteur de contenu, ça me permet d'aller sous un angle sur lequel ce sujet n'a pas été encore traité. C'est en cela que les réseaux sociaux sur lesquels peut-être des fausses nouvelles sont souvent diffusées peuvent être aussi des endroits où vous, en tant que journaliste, ou nous, en tant que producteurs de contenu, nous pouvons être en alerte parce que s'il y a un sujet dont tout le monde parle, ça peut me mettre la puce à l'oreille pour me dire, ah, ce sujet-là, il faut que je le développe. Maintenant, à moi, c'est là que mon travail de journaliste doit faire. Pas des journalistes qui font du copier-coller de sujets qu'ils voient sur certaines plateformes et autres. Non, pas ce type de journaliste-là. Mais ce journaliste-là qui est allé sur une plateforme, qui a vu un sujet et qui lui dit, moi, je vais le traiter d'une autre manière
et parce que je suis journaliste, parce que je peux avoir mes sources, parce que je peux approfondir ce sujet-là avec des connaissances que j'ai et autres, tout ça. Et c'est ça qui va vous faire, c'est ça qui va vous différencier d'autres personnes. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai, on pense que l'intelligence artificielle peut, pourrait venir remplacer l'homme. On parle de la singularité où l'intelligence artificielle sera égale à l'homme. Non, l'intelligence artificielle, il y a certaines choses qu'elle ne pourra pas faire. Elle peut faire beaucoup de choses, mais elle peut pas réfléchir comme nous. Quand je dis réfléchir, elle n'a pas cette émotion que nous avons sur certains sujets. Elle n'a pas cette culture, par exemple, cette notion de la culture, de l'environnement que nous avons en tant que journalistes. Nous savons que dans tel environnement, il y a certains sujets qui ne passent pas. L'intelligence artificielle n'ayant pas de sentiments, n'ayant pas de ce côté, voilà, cet autre côté-là, ne pourra pas traiter le sujet comme nous, on pourrait le traiter. Donc, n'ayez pas peur pour ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va venir les remplacer. Non, elle ne va pas venir vous remplacer. Au contraire, c'est à vous d'en jouir, c'est à vous de le prendre comme un atout pour pouvoir aller de l'avant. Je préfère que vous ayez conscience de tout ce qui se passe, oui, dans ce domaine-là, que de ne rien savoir et un jour être là et se dire, ah, mais c'est chaud. On a vu ça un peu avec l'arrivée même, voilà, des ordinateurs. On avait avant des personnes qui faisaient ce qu'on appelait la dactylographie. Pour ceux qui connaissent, qui se rappellent un peu ce qu'est la dactylographie, ces machines à taper là qui permettaient de taper, de saisir des textes. Mais quand l'ordinateur est arrivé, beaucoup n'ont pas voulu migrer. Ils se sont dit, oh, ce sont les ordinateurs, c'est juste un gadget, ça va passer après. Non, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les dactylographies, tu ne la retrouves plus, à moins d'aller vraiment dans des coins reculés. Et encore là, c'est encore très, très rare. Peut-être pour des puristes qui veulent juste le garder en tant que truc. Sinon, c'est rare de voir encore des machines à taper, à moins que ce soit dans un musée, quoi. Sinon, là, des personnes se disaient jamais la machine à taper va disparaître. Mais aujourd'hui, elle a disparu parce que ces personnes-là ne s'étaient pas intéressées à cet ordinateur qui venait révolutionner le monde. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Intéressons-nous à ce qui se passe autour, renseignons-nous, informons-nous. C'est pour ça que ce webinaire que nous sommes en train de faire est assez intéressant. Je veux peut-être m'arrêter là pour ne pas aller plus loin. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment des échanges. Et c'est au cours des échanges que on va peut-être approfondir certaines choses. Et je le répète, vraiment, je le répète et j'insiste, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas censé tout connaître. Si je ne sais pas, je vais vous dire que je ne sais pas. Si je sais, je vais vous dire ce que j'en sais. Et si on doit approfondir, on va approfondir par d'autres recherches ou bien par l'intervention d'autres personnes. Donc, Eric, comme on a dit, on a seulement malheureusement 1 heure et je veux que ce soit un échange et que nous sommes plus de 13 personnes à être connectées. Donc, je préfère que les échanges, si des gens ont des questions, ils peuvent lever la main ou bien vous leur donner la parole pour qu'ils puissent poser leurs questions directement et on va vraiment échanger. Sinon, j'ai pas vraiment la prétention de vouloir parler pendant toute 1 heure parce que ça sert à rien. C'est plutôt des échanges qui enrichissent la connaissance. Merci. Merci bien, Cyriac, pour ces propos introductifs et pour nous avoir plongé dans le bain du sujet. Effectivement, tu nous l'as dit, hein, tu aimerais que ça soit vraiment une conversation ouverte. Donc, déjà là, je vais prendre la première question qui nous a été posée dans la box des questions. Réponse par Monsieur Ignace Bidi qui nous demande comment vérifier une info avec l'IA tant que ces données ne figurent dans le domaine public. Déjà, peut-être une petite note avant que Cyriac ne réponde à la question. Lorsque vous posez la question, si vous pouvez aussi mettre le média pour lequel vous travaillez et le pays, ce serait bien intéressant pour nous tous. Donc, Cyriac, je répète la question. Comment vérifier une info avec l'intelligence artificielle tant que ces données ne figurent pas dans le domaine public? Le concerné est là. Est-ce qu'on peut lui ouvrir son micro pour qu'il parle, pour qu'il nous soit plus explicite? Parce que là, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais peut-être dans sa manière de relater ce qu'il veut dire concrètement, ça va nous permettre de mieux répondre à sa préoccupation. OK, pas de souci, je lui ouvre le micro. Monsieur Bidi, vous pouvez ouvrir votre micro et parler si vous le pouvez.
Allô? Oui. Alors, on vous entend Euh, très bien. oui, bonjour à tous. Je suis Bidi Ignace, je suis journaliste. Je suis directeur de publication d'une plateforme d'information générale, mais je préfère ne pas la citer, d'autant que j'ai pas véritablement, j'y participe à titre vraiment personnel. Voilà, parce que aujourd'hui, je pratique effectivement, j'allais dire, j'utilise des IA, l'IA pour des productions d'informations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous qui sommes, je veux dire, en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, lorsque nous sommes face à une information qui circule et que nous avons conscience que cette information ne figure pas dans le domaine public, comment est-ce que nous pouvons savoir que ces données qui sont publiées sont vraies? Je prends un exemple. Il peut arriver qu'on nous parle d'un accident dans une contrée du pays, et puis vous qui n'êtes pas de ce pays-là ou qui n'êtes pas dans la région, ou même nous qui y sommes, nous sommes tentés d'aller sur l'IA pour voir si ces faits sont vrais. Alors qu'en réalité, ces faits n'existent pas encore sur l'IA. Je pose la question pour mettre en relief, on va dire, les limites, hein, quelque peu les limites de l'IA. Donc, c'est à ce sujet que je voudrais que nous échangeons un peu. Ok, merci, Monsieur Bidi. Je pense que vous-même, vous avez répondu à la question, hein. Je pense que dans votre propos introductif, je le disais vraiment, et j'insiste là-dessus, l'intelligence artificielle ne va pas vraiment remplacer l'humain que nous sommes. Il va venir aider l'humain à faire certaines productions pour rester dans notre domaine journalistique, mais aussi, il ne faudra pas qu'on mette aussi de côté notre bon sens en tant qu'être humain. Par exemple, l'information comme vous le dites, n'a pas encore été documenté pour que lorsque je saisis l'information dans une intelligence artificielle, elle puisse me la remonter. Mais c'est là que j'insiste sur le travail du journaliste que nous sommes. Parce que le journaliste a une information, il la vérifie, il la regroupe. Et donc, dans notre truc de regroupement, on n'est pas forcément tenu à moins que ça, dans certains médias, après ça, j'allais le dire après, mais j'en profite en même temps pour le dire rapidement. Après, dans d'autres productions, ils fabriquent leur propre IA en fonction de l'usage qu'ils font quotidiennement dans leurs médias. Et c'est en cela qu'ils travaillent avec beaucoup de développeurs, beaucoup de data analystes, beaucoup de data scientists et autres. Donc, vous allez voir, ces médias-là ont la capacité de se prendre des développeurs pour développer seulement un outil pour eux. Donc, ils ne vont pas mettre vraiment de manière publique, mais ça sera rien que pour eux, pour permettre à leurs institutions, à leurs journalistes de pouvoir l'utiliser pour aller rapidement dans le traitement de l'information. Pour la question, par exemple, de l'accident qui a eu lieu peut-être dans une ville qu'on appellerait X, de ce côté-là, ce serait de se dire, bon, la ville X est dans tel, il faut que je... Donc déjà, en tant que journaliste, et j'insiste, hein, il faudrait que notre réseau d'information soit assez large. Vraiment, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir certaines personnes qui sont sur certaines plateformes. Essayons déjà même de poser des questions à ces personnes-là. Si donc j'appelle quelqu'un ou bien j'écris à quelqu'un qui est dans la ville X, je dis, bon, est-ce que tu es informé que chez toi, il y a une telle chose? Il va dire oui, ou il va dire non. Donc, j'essaie d'avoir le plus, en tout cas de me rapprocher le plus de ce que je viens d'entendre. C'est en cela que je dis, peut-être pendant que vous êtes en train de faire ce travail minutieux, mais qui vous rend crédible dans l'information que vous êtes en train de chercher à regrouper à vérifier, pour pouvoir la donner, vous, à votre tour. Peut-être sur d'autres médias, les autres ont déjà parlé de ça. Donc, vous serez un peu peut-être en arrière, vous serez un peu peut-être les derniers même à donner l'information. Mais après, ça va vous crédibiliser parce que l'information que vous allez donner, non seulement vous n'allez pas la donner l'information comme les autres l'ont donné, vous allez la donner avec d'autres précisions. L'accident a eu lieu parce qu'il y a eu telle chose. Alors que les autres, ils ont juste dit, il y a eu un accident, il y a eu X, il y a eu tel nombre de morts. Mais vous allez dire, oui, il y a eu tel nombre de morts parce qu'il y a eu ça, ça. Donc, vous allez entrer en profondeur encore dans le traitement de son sujet-là. Et là, comme vous l'avez dit, ça nous montre encore la limite parce que l'IA se nourrit de quoi? L'IA se nourrit de données.
qui met les données sur des plateformes ou bien qui donne les données à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse s'entraîner. C'est l'être humain, c'est les humains que nous sommes. Donc, tant que les humains n'auront pas mis de données, donc la nourriture de l'intelligence artificielle ne pourra pas grandir, elle ne pourra pas grossir. Une intelligence comme ChatGPT, dont tout le monde parle, c'est parce que tout le monde a commencé à mettre des données là-bas, tout le monde a commencé comment je vais dire ça, à lui donner des informations qu'elle a si progressé comme cela. C'était quoi? C'était près de combien de millions de requêtes par jour. Donc, imaginez entre une IA qui a des millions de requêtes par jour et une IA qui n'a pas de millions de requêtes par jour, vous allez voir que les deux n'auront pas la même performance sur la manière de donner les informations. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, M. Ignace Bidi, et j'espère avoir répondu ou bien presque répondu à votre préoccupation. Mais je retiens ce que vous-même vous avez dit et qui est très intéressant. L'IA a des limites. Et ça, peut-être, on va en parler dans la continuité de notre sujet. Mais ce n'est pas parce qu'elle a des limites qu'on ne va pas l'utiliser aussi. Merci, merci bien, Cyriac. Merci à M. Bidi. Je prends la question de Salissou Kaka, journaliste, directeur à la radio-télévision Sarawinia RTS au Niger. Et il est aussi correspondant international de la Deutsche Welle à Maradi au Niger. Alors, sa question est la suivante. Quelle place occupent les journalistes africains dans l'utilisation de l'IA de nos jours? Merci pour, voilà, OK, là, il remercie, donc merci pour cette conférence en ligne qui vient renforcer nos capacités dans l'IA qui est d'actualité. Donc, Cyriac, la question, c'est quelle place occupent les journalistes africains dans l'utilisation de l'IA de nos jours? Oui, je ne pourrais pas parler au nom de tous les journalistes, mais de ceux que je connais, déjà, la preuve, nous sommes déjà sur ce webinaire. Donc déjà, c'est une première place. C'est assez intéressant. Je l'ai dit pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les seuls journalistes, mais nous avons été ceux-là qui sont là aujourd'hui, ou bien producteurs de contenu, qui sont là pour écouter ce qui est en train de se dire, ou bien pour faire des échanges comme M. Bidi vient de le faire lors de leur discussion, et comme lui aussi, il est en train de le faire du côté du Niger. Aujourd'hui, je pense que les journalistes sont de plus en plus conscients. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec la technologie, c'est que la même technologie qui se produit aux États-Unis, dans d'autres pays, en France et autres, tout ça, c'est la même technologie que nous avons ici. Ça, il faudrait qu'on soit conscient de ça. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de ça, on va penser que cette technologie, chez nous, elle est diluée par rapport à d'autres. Non, on a la même technologie. Tout va dépendre de ce qu'on fait, nous, de cette technologie. Si on prend cette technologie pour nous amuser, c'est normal que les contenus que nous allons recevoir seront que des contenus d'amusement. Mais parce que tout dépend de l'algorithme, comment tu entraînes l'algorithme. L'algorithme, c'est quand tu fais des requêtes sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Internet et tout ça, sur le web, c'est les informations que tu reçois. Donc, l'information que tu reçois ou bien les requêtes que tu fais, si je dis, voilà, qui fait ça, qui vend du cliché au Niger. Donc, si chaque fois, moi, mes questions, c'est de la nourriture, il va soit que moi, l'algorithme va se dire, il va se mettre à ma place, il va dire, ah, Cyriac, il aime bien parler de tout ce qui est nourriture. Donc, on va lui envoyer que des informations qui concernent la nourriture. Donc, tout va dépendre de comment tu entraînes l'algorithme de la plateforme que tu utilises. Si c'est des voyages dont tu parles, ne sois pas surpris qu'après, tu aies des propositions de voyage. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est en cela que nous, journalistes africains, nous qui sommes journalistes francophones, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de francophones dans ce webinaire est plus dédié aux journalistes francophones. Donc, nous qui sommes là, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de la technologie que je reçois, de la même technologie que les autres ont? Qu'est-ce que moi j'en fais? Comment j'utilise? Je l'utilise pour quelle fin? Et tout ça. Aujourd'hui, je connais un journaliste qui était journaliste sportif, mais qui aujourd'hui informe l'opinion internationale et même les Ivoiriens avec juste son compte Facebook. Il s'agit du grand frère de l'aîné Fernand Dédé, mais aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus suivies par tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est nous, les autorités, tout le monde. Tout le monde veut que Fernand écrive
et il a une plume particulière. Il écrit à un de ses amis qui s'appelle Barthélemy Inabo. Et c'est cette lettre-là qu'il fait à Barthélemy, mais dedans, il donne toutes les informations du pays. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, comment vous voulez utiliser cette technologie-là? Tout dépend de votre utilisation. Et votre utilisation va faire que vous allez vous perfectionner dans tel ou tel sujet. Et aujourd'hui, je suis content parce que quand tu entends des organisations comme Africa Check, qui sont quand même leaders dans tout ce qui est fact-checking en Afrique, mais ils sont africains, hein, ils sont basés en Afrique du Sud. Il y a une branche qui est tout près de nous ici au Sénégal, mais qui fait un travail formidable. Et même ce webinaire, j'ai eu à le préparer avec une personne de chez eux qui est Valdez, qui est un ami. Et non, mais ils font un travail magnifique. Après, je vous demande, pour ceux qui ne connaissent pas Africa Check, d'aller voir un peu le travail de fact-checking en termes de formation et autres qu'ils font. Et c'est la même chose comme AMA, donc, qui fait un travail aussi avec leur académie qui nous permet d'avoir ce webinaire et d'autres webinaires. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus conscient de la force que représente cette technologie-là et c'est de nous les approprier pour en faire des choses qui vont nous aider dans le travail que nous faisons plus tôt. Merci beaucoup et j'espère avoir répondu à votre question. Merci bien, Cyriac, pour cette réponse. Ouais, je pense que tu as touché le point, la place vraiment qu'occupe les journalistes africains dans l'utilisation de l'IA. Je pense que aujourd'hui, l'IA ne s'arrête pas seulement qu'aux journalistes, donc tout le monde l'utilise un peu à travers tous les domaines. Alors, j'ai un commentaire de Félix Abelli avant de passer à la question de M. Sibiri Nankone. Félix Abelli qui vient de la RDC, qui nous dit que l'IA se nourrit des données placées par l'être humain dans les plateformes digitales. Il peut contribuer au développement, mais pourra jamais changer le rôle de l'humain, malgré l'évolution des nouvelles technologies. Il faut que l'humain place les données suffisantes pour que l'IA s'en serve. Et moi, je vais compléter son commentaire en disant que il faut que l'humain aussi apprenne à manipuler les IA pour être à l'aise dans le développement, dans cette utilisation-là. Alors, pour passer à la question de M. Koné, qui vient de la Côte Avant de d'Ivoire. passer la question avant de passer la question, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire en termes de commentaires pour ajouter aussi d'autres trucs. Faisons aussi attention aux IA parce qu'il y a ce qu'on appelle les biais. Chaque IA est fabriquée par une personne comme vous, comme moi. Par exemple, euh, je, je vais prendre quoi comme exemple? Par exemple, moi, je vais créer mon IA et je vais dire les recherches, comme moi, je suis passionné d'un club ivoirien qui est le meilleur club pour moi, qui s'appelle l'Africa Sport. Donc, je vais lui dire, dans mon IA, tu ne fais ressortir que tout ce qui concerne l'Africa Sport. Tout ce qui concerne la SEC, là, il ne faut pas faire sortir. Et donc, vous serez étonné que quand vous allez faire des recherches sur l'intelligence artificielle, pour chercher des trucs sur la SEC, il ne va rien vous sortir. Et vous l'avez dit que mon IA ne... Non, moi, je dis à mon IA, quand ça concerne la SEC, là, il ne faut pas y faire sortir. Donc, il y a ce qu'on appelle les biais dans les IA. Et beaucoup d'IA qui ont été mis en marche et autres ont des biais, ont beaucoup de biais. Donc, faisons attention, sachons détecter. Il y a un documentaire sur Netflix assez intelligent et assez intéressant là-dessus. Si je trouve je pense que ça parle des biais c'est une jeune afro-américaine noire qui a constaté il y a beaucoup de biais concernant les Noirs. Même aujourd'hui, il y a certaines intelligences artificielles sur tout ce qui est photo et autres. Quand vous voulez faire des images à part Midjourney qui sort de l'ordinaire, qui se démarque un peu, il y a d'autres IA. Quand tu dis de faire un truc d'un noir, d'une personne de peau noire et autres, l'image qui te ramène dans des extraterrestres. Voilà, ce sont des biais, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas entraîné leur intelligence artificielle avec des gens de cette peau-là, donc de la peau noire, la peau ébène et autres, tout ça. Donc, tu vas voir qu'il ne va pas te donner un bon rendu, contrairement à d'autres IA qui font quand même un travail assez excellent dans ce domaine. C'est ce que je voulais ajouter et je m'excuse parce que je t'ai coupé la parole. Non, je t'en prie, Cyriac, et ton additif est vraiment d'actualité et vraiment pertinent pour le commentaire de Félix. Et donc, pour passer à la question de M. Koné, lui, il nous demande comment vérifier une vidéo avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est la question qui revient toujours. Et aujourd'hui, il sera de plus en plus difficile. Il ne faut pas que je vous le montre. Si je vous dis, il y a une solution miracle qui permet
de faire, quand tu mets la vidéo net, ça te dit, ouais, certes, il y a certains logiciels qui te permettent de faire ça, mais c'est pas aussi performant comme aujourd'hui sont performants certaines IA qui te permettent de générer soit une image, soit une vidéo, surtout des fausses vidéos comme des deepfakes. Donc, où tu prends la voix, je peux prendre la voix de Cédric et d'Éric, pardon, je mets sa voix et je le mets dans un stade, dans un maillot de la SEC, et tu vois, alors que c'est un supporter de l'Africa qui est là. C'est-à-dire, toi-même, quand tu vois, là, tu sais que non. Ah, depuis quand il a viré pour aller supporter la SEC, Héros, tout ça, un vieux supporter d'Africa. Donc, comment ça sera réaliste? Tu vas croire. Donc, aujourd'hui déjà sur YouTube, il y a, après ce webinaire, je vais partager quelques liens. Il y a des, il y a des, il y a, il y a des liens qui te permettent de regarder si cette vidéo-là est vraie ou fausse déjà. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, dans le travail, je veux dire, ici, j'aime bien ce webinaire. Pourquoi? Parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est vraiment aussi une éducation aux médias. Et cette éducation aux médias, chaque média, normalement, devrait continuer de le faire. Parce que plus les gens seront éduqués à eux-mêmes savoir que l'information que je produis, elle est crédible et ils me font plus conscients. Et quand je leur dis quelque chose, ils sont intéressés et ils savent que ce que je suis en train de dire est vrai, plus on aura moins de personnes qui vont partager des fausses informations. Plus les gens seront éduqués à ce que voilà comment tu peux retrouver une fausse information. Ça, c'est ce lien que tu es en train de partager, c'est un faux lien. Parce que, par exemple, on te met Facebook, mais alors que le A qui est juste après le A, le F, tu n'as pas bien vu, c'est un Q qu'il a mis et ça ressemble textuellement à un site de Facebook alors que c'est pour juste prendre des données, voler des données. Donc, tant qu'on ne va pas habituer la population, bien ceux qui nous lisent, surtout pour nous qui sommes médias et autres, à être plus alertes à comment détecter, voilà, détecter les fausses informations, plus on aura encore du travail à faire. Donc, c'est un plaidoyer et c'est un appel que je fais à tous les médias qui sont ici. Profitez de vos tribunes pour aussi faire de l'éducation aux médias. Je suis disponible et je suis prêt pour ceux qui vont me contacter à faire peut-être une petite lucane, même si c'est un petit encart ou bien sur votre média pour dire attention, faites attention comme ça, quand vous voyez ça, voilà, allez. Moi, aujourd'hui, je préfère que les gens doutent de ce que je dis en premier. Parce que quand il va douter, là, ça va l'emmener à aller chercher si ce que je dis là, c'est vrai ou faux. Donc, aujourd'hui, c'est cette éducation du doute que nous, médias, que nous, producteurs de contenu, on doit mettre en chaque citoyen. De cette sorte, même quand il prend même notre média, il se demande, ou bien il est en train de lire notre article, cet article-là même là, est-ce que c'est vraiment, ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et quand il va aller faire des recherches, il va voir que ce qu'il a dit là est tellement vrai qu'il va dire, ah bon, si ça vient de telle personne. Et nous, ce travail de crédibilité qu'on vous lui donne, c'est aussi une responsabilité. Parce que si les gens vous font confiance, si les gens disent que votre média est crédible, vous devez toujours rester crédible. Même si derrière, les journaux ne sont pas beaucoup achetés et autres, tout ça, vous avez un droit de responsabilité. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque. Et donc, comme ça manque, donc on vient au plus offrant pour certains médias, malheureusement, qui se sont vendus. On va leur donner un peu d'argent, dire raconte tout ça là. Il n'était pas là-bas, il était là-bas. Il va venir raconter comme s'il était là-bas et puis même va mettre une touche même là-dessus. Alors, tout ça juste parce qu'il y a quelqu'un derrière qui lui a donné de l'argent ou bien qui l'a payé. Faisons beaucoup attention parce que le travail que nous faisons est noble. Et celui qui dit que je suis venu au journaliste pour être riche, il s'est trompé. Si tu viens au journaliste pour être riche, franchement, je pense que c'est pas la bonne plateforme. Aller chercher un autre métier. Je dis ça parce qu'on a vu et je côtoie beaucoup de journalistes, je vois comment ils essaient de s'en sortir. C'est difficile, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que tu vas vendre ta profession. C'est pas pour autant que tu vas vendre ton expertise. C'est pas pour autant, quand je dis vendre, c'est pour, pas dans en tout cas dans le mauvais sens. Tu peux vendre ton expertise pour avoir vraiment de l'argent parce que c'est un travail que tu fais. Mais je dis vendre, c'est vraiment brader. Voilà, brader. Je pense que c'est le mot, mais brader ce que tu fais parce que quelqu'un te promet de l'argent, il dit va raconter n'importe quoi, tu vas raconter n'importe quoi. Ne soyons pas ce type de journaliste. C'était la petite lucane que je voulais dire parce que j'ai mal de plus en plus quand je vois des journalistes pour qui tu avais beaucoup d'estime, mais aujourd'hui, à cause du gain facile, ne sont plus crédibles. Ça fait mal et ça décourage.
Merci, Cyriac. Pendant que tu parlais, M. Kone avait fait un ajout à sa question. Il avait demandé quel logiciel pour y parvenir. Mais je pense que tu as de facto répondu à la question en disant que tu allais nous partager des liens à la suite de la formation. Mais si tu veux déjà nous donner certains logiciels qu'on pourrait utiliser pour faire le fact-checking, ça serait déjà bien. Mais on reste toujours aussi en attente des liens pour pouvoir toujours pousser la réflexion, apprendre davantage aussi de nous-mêmes. OK, pas de souci. OK. Et donc, je passe la question, je te lis la question maintenant de M. Martin Koné, donc, qui est journaliste et content manager dans un média mobile en Côte d'Ivoire. Alors, lui, il aimerait savoir s'il existe des méthodes pour savoir si une image a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc, il donne le contexte, il pose la question parce qu'en mai dernier, une image qui a été générée à l'aide de Midjourney, donc une image du Pentagone en feu, avait fait le tour du monde et créé la panique aux États-Unis. Donc, comment on peut reconnaître une image qui est générée à partir de l'intelligence artificielle? Quels outils ou quelles méthodes utiliser? OK, aujourd'hui, c'est comme je disais, hein, c'est comme la vidéo, hein, c'est l'une des questions, quand tu parles de fact-checking avec l'intelligence artificielle, c'est l'une des questions qui sort le plus. Aujourd'hui, il n'en existe pas concrètement comme ça, peut-être pour grand public et autres, tout ça, mais dans des rédactions, des gens ont pris, comment je dis, ils prennent le temps de développer des outils pour que lorsque ils veulent faire leur fact-checking, cet outil-là puisse leur dire, donc si ça vient de telle plateforme, faut le mettre en signature. Normalement, c'est ce qui avait été demandé, c'est ce qui est demandé même pour l'utilisation de certaines IA, de mettre une petite signature ou bien un petit truc dessus. Mais les gens beaucoup se sont opposés parce que qui voudrait pas que la photo qu'il a faite, les gens croient que c'est lui qui l'a fait. Donc, il y a eu beaucoup d'opposition là-dessus. C'est pour ça que, en tant que journaliste, en tant que producteur de contenu, participons souvent aux forums. Il y a des forums qui sont ouverts où les gens discutent beaucoup. C'est parce que si on n'est pas dans ces lieux de discussion, si on n'est pas là-bas, les gens vont prendre des décisions qui ne vont pas nous plaire. Et surtout que nos contextes, notre environnement ne sont pas forcément les mêmes. Et surtout nous, en termes en temps comment on dit ça, d'élection, c'est encore plus difficile parce que bon, tout le monde est dans le feu de l'action, ça prend du temps de vérifier les infos, donc on veut partager vite, alors que en partageant vite, ça peut créer d'autres choses. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont demandé à certaines plateformes comme Midjourney et autres de dire que lorsque quelqu'un génère cette photo ou bien cette image-là, de faire savoir que ça vient de Midjourney et autres. Bon, ce sont des discussions. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire après? Je ne sais pas. Mais par exemple, pour ChatGPT, je sais qu'ils avaient créé une autre plateforme juste à côté de ChatGPT pour mettre le contenu, hein, quand tu mets ce contenu-là là-bas, ça te dit si le contenu a été pris chez ChatGPT. Mais ce n'était pas assez performant parce que beaucoup ne veulent pas savoir que malheureusement, on est dans un monde où tout le monde est en griffe, un peu faux, quoi. Les gens ne veulent pas savoir que, voilà, le truc qu'il a pris là-bas, c'était le contenu qu'il a appris ici et autres, tout ça. Il y a des gens même qui prennent nous-mêmes nos propres contenus ou bien vous-même votre propre contenu en tant que média et qui vont le mettre sur leur plateforme et puis font croire aux gens que c'est eux qui l'ont fait. Bon, donc, c'est la même chose qui se passe malheureusement avec les images, avec les vidéos. On a même vu la photo de Barack Obama et Angela Merkel qui mangeaient une glace au bord de la plage. Bon, beaucoup ont cru. On a vu le pape ici qui était en bien hip-hop, yo-yo-yo. Mais bon, après, c'est là que notre travail de journaliste, voilà, doit se faire. Quand je vois une telle image, est-ce que de facto je crois ou bien je ne crois pas? S'il n'y a pas d'outils directs qui me permettent de savoir et autres, tout ça. Après, je pense qu'il y a d'autres méthodes de vérification d'images qu'on peut utiliser, les trucs simples de reverse image qu'on peut déjà utiliser dans un premier temps avant d'aller plus loin. Mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe, de cette tragédie, malheureusement. Moi, je pense que les IA essaient d'être de plus en plus conscients. Donc, on leur essaie de leur dire si ce contenu n'a été généré par ça, donnez-nous aussi la possibilité de savoir si le contenu a été généré par ça. Mais ce sont des discussions qui sont en cours. Est-ce qu'on va les voir les appliquer ou bien on ne va pas les voir les appliquer?
ça reste encore ouvert. Et voilà. Sinon, dans certains médias, je sais ils développent eux-mêmes leurs propres outils pour leur faciliter la tâche par rapport à ça. Donc, vous, par exemple, vous pourrez vous dire, par exemple, dans notre média, on va se concerter avec des développeurs, on va se concerter avec des choses pour mettre en place un outil. Et chaque fois on entraîne une vidéo là-bas, est-ce que la vidéo, la photo ou bien la vidéo va nous dire si ça a été généré par une IA, si c'est oui, laquelle et autres, ça serait pas mal. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais que j'avais vu des bouts de réflexion de ce type d'outils en développement. Mais bon, est-ce que ça a été finalisé ou pas? Je ne sais pas. Ça peut être aussi une piste que vous pouvez mettre, ça peut être une idée aussi que vous pouvez développer. OK, merci bien, Cyriac. Mais tu as parlé de la recherche inversée en ce qui concerne les images. Brièvement, si tu peux nous dire comment est-ce que ça se fait de façon succincte. Ok, donc c'est simple, hein, pendant que je parle, peut-être tu peux ouvrir un truc Google chez toi, non? Tu peux ouvrir une page Internet chez toi directement. Oui, Voilà, ouvre une page Internet, euh, prends une image que tu vas mettre peut-être sur ton bureau déjà, et on va utiliser cette image-là, peut-être pour générer, pour faire juste le test quoi, rapidement, pour que tout le monde voit. Non, c'est pas aussi compliqué. Mais je pense que dans les liens que je vais emmener, vous aurez cette recherche inversée là à l'intérieur. Ça, je pense que c'est le truc les plus basiques qu'on utilise aujourd'hui. Presque tout le monde utilise pour faire de la recherche d'images. Surtout, par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, on te prend une image d'un autre pays et on te fait croire que ce policier-là, par exemple, le Sénégal, voilà, on te dit que ce policier est en train de bastonner cette personne, alors que peut-être c'est une vieille photo, ça peut être même du même Sénégal, mais dans un autre contexte, c'était même pas le contexte actuel, alors que c'est le contexte actuel qui est en train de mettre l'huile au feu. Et donc, quand tu fais comprendre aux gens que c'était pas dans le contexte actuel, voilà, voilà. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, et ça, j'insiste là-dessus, et ça, c'est notre travail à nous tous, un producteur de contenu, journaliste et autres. Et ce qu'on a constaté, lorsqu'une image, une information a été vérifiée et que tout le monde, qu'on a pu dire que c'est une fausse nouvelle, de la même manière qu'elle a traîné pour être partagée, pour être diffusée partout en tant qu'information, sans savoir qu'elle était manipulée ou fausse, c'est pas de la même manière, malheureusement, qu'elle est partagée pour dire aux gens, attention, cette image est fausse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ça, c'est le travail que nous devons faire. Nous devons être ceux-là qui doivent permettre à faire savoir aux gens que, attention, ce que vous étiez en train de diffuser là, c'était une image, une fausse image et tout ça. C'est bon. Eric, tu es prêt? Oui, je Est-ce que tu peux partage partager ton écran pour qu'on justement voit? juste, permets-moi de partager juste la table là. OK. Ok, il était déjà passé. Eh, Oui, comme c'était. effectivement. Donc, dis-moi quand vous voyez, vous arrivez à voir mon écran. Ton écran est noir, c'est ça? Oui, Google il l'affiche. Voilà. OK, d'accord. Donc, quand tu viens sur Google, pardon, voilà. Vous voyez en haut là-bas, en haut à droite, c'est marqué image. Voilà, clique sur image. Donc là, c'est quand je vais faire la recherche d'image. Voilà. Donc là, il me donne trois possibilités. Tu peux mettre ton onglet où il y a les écritures, voilà, où il y a les dessins, les logos, où il y a le truc de OK. recherche, où il y a le truc de photo, et puis mettre juste ton onglet là-bas, ton curseur, pardon. C'est fait, je ne sais Voilà, pas vous si voyez, vous arrivez à voir. voilà, cherche by image, et puis à côté, ils ont mis quoi? À côté, il y a la voix, search by voice, search Voilà, by image, et voilà. là, Donc, c'est le donc bouton clique sur, rechercher. donc, clique, cherche by image, voilà. Là. OK, d'accord. Et je drague la photo. Voilà, et tu mets la photo. Excusez, je suis un peu encombré. Voilà, donc là, il a pris une image, je ne sais pas c'est laquelle. Donc, Bah, normalement, si c'est une image qui a beaucoup de trucs,
L'image, Descends. c'est Google qui l'a posté même lorsqu'ils ont annoncé OK. la cohorte des entreprises qu'ils allaient financer en Afrique. Voilà. Donc, descends, descends, descends. Voilà. Donc, vous voyez qui vous donne l'image dans quel type d'article ça a été utilisé et tout ça. Donc, vous allez voir que cette image, l'information que ça vous donne, déjà, c'est que le truc, voilà, c'est vraiment des entreprises tech qui ont été choisies par truc et tout. Voilà, ainsi de suite. Donc, ça vous dit un peu. Et après, descends. Il te donne même, s'il y a d'autres images similaires de cette image-là, il te donne dans quel contexte ça a été utilisé. Essaie de descendre Bon, ta là, barre sur le côté. je suis au bout, mais je pense que ici, là, il s'est marqué Find Image Source. Donc, je pense que si Mhm. j'arrive à cliquer là-bas, c'est Clique voir dessus, voilà. des pages Qui, web il te- qui comprennent l'image. voilà. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire une image, genre, un truc, une recherche inversée. Donc, ça, c'est pour l'image. Il en existe aussi pour des vidéos et autres. Et puis après, nous, notre travail en tant que journaliste, c'est bon, Eric, je pense qu'après, même ceux qui vont faire l'exercice après vont le truc. Après, c'est de se dire, dans notre travail, par exemple, on te montre une photo d'un embouteillage, on te dit embouteillage monstre à Abidjan. Et puis toi-même, quand tu vois la plaque de la voiture, là, tu sais que ce n'est pas une plaque ivoirienne. Et puis on te dit c'est Abidjan. Donc, après, il y a cette connaissance du journaliste. Voilà. Cette connaissance, par exemple, on te dit ça, c'est tel policier, un policier ivoirien. Et puis on te montre une tenue jaune. Bon, toi-même, si tu n'es pas ivoirien, même peut-être si c'est un ivoirien, il va tiquer. Donc, dans le travail que tu fais, tu appelles, ah, mais vos policiers, là, ils ont quelle tenue, hein? Ah, il va dire bleu, il dit, ah, moi, je viens de voir cette image. Ah non, ça, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ou bien peut-être c'est pas une tenue jaune même. Qui porte tenue jaune chez nous ici? Je vois même pas. Donc, c'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, faut dire, tu peux dire déjà à tes gens-là que c'est pas en Côte d'Ivoire parce que voilà. Et vous avez des informations complémentaires qui permettent détailler ce que vous dites. Voilà un peu le travail que, en tant que journaliste, en tant que producteur de contenu, que nous devons faire. Nous avons ce travail de responsabilité. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous lisent, de tous ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent, on ne sera pas encore pleinement conscient de la tâche qu'on doit, de comment on doit s'appliquer à la tâche pour que l'information que nous allons faire ressortir soit une très bonne information. Merci, Cyriac. Nous sommes déjà au terme du temps qui nous est imparti. Nous avons même encore grappillé des minutes supplémentaires. Moi, ça a été vraiment un plaisir pour moi de te recevoir et d'échanger avec toi sur ce thème-là. Et je suis sûr que les confrères journalistes aussi qui sont connectés ont pu tirer des leçons vraiment importantes pendant ce webinaire. Le webinaire a été enregistré, donc nous allons partager avec vous le recording pour que vous puissiez pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, suivent déjà depuis le début les différentes interventions. Cyriac, je te laisse le mot de la fin. Mot de la fin. Bon, c'est la fin. Non, mais plus sérieusement, merci à tout un chacun pour avoir suivi ce webinaire organisé par, euh, par Ama. Ce que je peux dire, moi, je pense qu'on peut continuer les échanges en dehors de ce contexte-là et je reste disponible. Je vous laisse mes contacts, surtout WhatsApp en chose, dans le chat. Voilà, dans Donc, le chat. n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à m'écrire et autres, tout ça, pour qu'on reste en contact parce que je pense que c'est ensemble que nous allons lutter contre la désinformation dans nos différents pays, dans nos différents, et ce qui va faire de nous aussi des experts. Donc, que Dieu nous garde, bon week-end et continuons. Ne soyons pas pressés à donner des informations mais soyons ceux qui donnent surtout la bonne information. Parce que quand vous voulez être pressé, il y a des paramètres qu'on ne va pas prendre en compte. On ne va pas bien vérifier certaines informations, bien sous certaines pressions. On va vouloir publier vite alors que ce qu'on est en train de publier est une fausse information. Donc, je vais dire encore merci à Ava, merci à Eric pour l'occasion qu'il me donne de partager
ma petite connaissance avec d'autres personnes. Et merci aussi à l'équipe de Africa Check avec Valdez. Merci à Noël Tadegnan qui a monté aussi un truc de Peuplier News au Togo qui m'a aidé aussi dans l'élaboration, dans la préparation de ce webinaire. Merci à Philippe Couve de SAMSA qui est en France et qui m'a permis aussi d'avoir d'autres connaissances par rapport à ça. Et merci à toutes ces personnes, Victor de CAS, pour aussi d'autres informations qui ont été partagées avec moi pour pouvoir préparer et dire. Donc, ces informations, je vais les partager donc, dans le truc qu'on va avoir. Donc, je vais le partager pour que vous aussi, vous partez lire, vous partez vous informer avec le lien du webinaire, du truc sur Netflix dont j'ai parlé. Pour que vous voyez un peu que ces technologies-là, il y a aussi des biais, il y a beaucoup de pièges dedans, donc faites beaucoup attention. Et comme je le dis, tout n'est pas net sur Internet, donc faisons attention. Voilà, merci. Merci bien, Cyriac. Moi, je vous dis merci, vous confrères journalistes, d'avoir pris de votre temps pour participer à ce webinaire, pour encore améliorer nos différentes connaissances. Je vous donne rendez-vous pour le mois de septembre pour le prochain webinaire en français, parce qu'à Macadémie, nous essayons de faire un webinaire par mois pour quand même aussi arriver à gérer nos différentes cibles parce que nous travaillons sur toute l'Afrique. Donc, le prochain webinaire sera pour les anglophones et en septembre, nous aurons le prochain webinaire francophone. Donc, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas de mettre en pratique les différentes informations qui ont été partagées par Cyriac. Et je remets encore son adresse mail et ses différents contacts pour les personnes qui voudraient le contacter via message privé ou par mail pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous aussi, nous aussi à AMA Academy, nous sommes ouverts. Donc, en tant que journaliste, si vous aussi vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des connaissances, n'hésitez pas à nous écrire parce que notre objectif, c'est vraiment de renforcer les capacités des journalistes sur le continent. N'hésitez pas à nous écrire et puis nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place ces initiatives-là. Merci à tout le monde, merci à chacun. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Portez-vous bien et que Dieu nous garde. Au revoir. Amen. Merci beaucoup. Merci.